Donc on a un vrai sujet avec nos urgences qu'on n'a pas résolu, comme on n'a pas résolu les transports sanitaires. À chaque fois que quand vous parlez de santé, quand vous ouvrez un chapeau, vous trouvez un problème. Donc je vais essayer de les dérouler un peu. Donc on est face à un monde où il y a, on a dit, des centaines de milliards en jeu, des centaines de milliers de professionnels, 200 000 médecins, 600 000 infirmières, tout confondu, 300 000 aides-soignants, je ne sais pas combien de kinés, je ne sais pas combien de sages-femmes, et tous les administratifs. Ce sont à la fois des coûts, mais pas seulement. La santé, c'est pas qu'un coût. C'est aussi du progrès, c'est aussi, quand la santé va mieux, on améliore la capacité des gens à être acteurs de leur propre vie. Lorsque on améliore le logement et l'éducation, la santé souvent suit. Donc, je veux dire, ça joue dans les deux sens. La santé, c'est essentiel pour avoir une vie active honorable, classique. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas les conditions de vie ou les conditions socio-économiques à minima, votre santé se dégrade. Et d'où les écarts d'espérance de vie en bonne santé qui vont jusqu'à presque 10 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en clair, l'amiante et la silicose, enfin la silicose et l'amiante, ça marche dans ce sens-là, n'ont pas touché que des cadres supérieurs. Voilà, pour faire simple. Et donc c'est un vrai sujet. On ne parle pas aujourd'hui des nouveaux risques, mais ces risques-là, qui étaient des risques physiques, des risques majeurs, ont quand même largement altéré l'amiante. Ça coûte encore par an, normal, hein, le fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, c'est l'histoire de 250 ou 280 millions par an. Et c'est des milliards à venir. Donc on a tout intérêt à être dans la prévention, tout intérêt à donner aux salariés, quels qu'ils soient, et notamment ceux qui sont plus exposés, des conditions de travail extrêmement de très bonne qualité. Philippe Askenazi a démontré ça parfaitement avec les ouvriers d'automobile. Quand les taux des accidents des années 70, 60-70 ont augmenté de façon considérable, General Motors et compagnie, ils ont dit qu'est-ce qui se passe là, il faut faire quelque chose. Donc, ils ont réuni la tête d'œuf et on a dit mais attendez, ce qu'il faut c'est améliorer les conditions de travail, ça nous coûte trop cher parce que les primes d'assurance étaient devenues exponentielles. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur l'outil industriel, ils ont amélioré le quotidien de leurs salariés et donc ils ont fait baisser la prime d'assurance. Alors, est-ce que pour autant il faut copier le modèle américain? Je ne suis pas sûr. Mais cette idée de dire meilleures conditions de travail, c'est aussi un gain économique, c'est une question que nous, on doit porter. Meilleures conditions de travail, c'est un investissement pour un gain économique second. Et donc, tout le monde s'y retrouve. Et je pense que des patrons, certains l'ont compris. Quand on voit dans certaines branches, etc., des choses se font. Alors, on ne les met pas en exergue, etc. On voit plutôt Gattaz que des gens qui travaillent mieux avec leurs salariés, mais c'est la médecine du travail, comme tu disais, enfin, plutôt les conditions de travail des salariés, ou des non-salariés d'ailleurs, mais c'est plus facile sur des salariés parce qu'il y a des branches, il y a une organisation, etc., est absolument, à mon avis, un enjeu absolument central. Et donc, on est toujours là dans la prévention. Autre nouveauté dans la prévention, c'est tout ce qui touche à l'environnement. Et ça existe dans la loi santé. On a mis ça en avant. On sait que la santé environnementale, alors certains voulaient qu'il y ait une loi santé environnementale. Elle a été mise là-dedans, je pense que c'est une bonne idée. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, l'usage de... Il y a quelques exemples dans la loi. On a eu le débat avec les Verts, puisque c'est moi qui étais porteur du premier titre, sur le bisphénol, le fameux bisphénol, c'est-à-dire les plastiques en fait. Faut-il les interdire tout de suite? Est-ce qu'on a encore donné le temps aux industriels de pouvoir faire le gap? Est-ce que remplacer tel plastique par un autre plastique, ça ne va pas créer d'autres problèmes? Enfin bon, on est dans des logiques où là, on se heurte à la fois à une réglementation européenne qui joue son rôle, extrêmement complexe, dans lequel les lobbies jouent leur rôle. Et au niveau de Bruxelles, après tout, on sait que ça peut avoir des effets délétères, mais pas seulement. Parce qu'il
se contrarient des volontés qui ne sont pas les mêmes, celle du législateur européen qui entend mettre des règles qui s'appliquent partout dans l'Union, ce qui est quand même très compliqué, de l'autre, des industriels qui défendent leur bout de gras, et au milieu, nous, qui réclamons, il ne suffit pas de réclamer, il faut aussi agir, de la santé publique. Et donc la capacité à avoir des produits le plus sains possible. Donc tous ces sujets-là sont évoqués par la loi santé. Je veux dire aussi un mot d'autres acteurs de santé qu'on oublie quelquefois et qui sont aussi des acteurs économiques. L'industrie pharmaceutique. Je suis un peu comme toi, l'industrie pharmaceutique, elle a fait beaucoup de gras. Beaucoup de gras. Énormément de gras. Quoi qu'en dise M. Chang, mon charmant collaborateur. Mais on lui a quand même taillé sérieusement les ailes. Il ne faut pas se tromper. Alors, il y a aujourd'hui une difficulté dans l'industrie pharmaceutique. Ils ont eu des années extrêmement grasses, avec ce qu'on appelle les blockbusters, vous savez, c'est-à-dire des produits qui leur ont ramené des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Il y a eu une énorme concentration dans ce milieu. Ce qui n'est pas toujours à l'avantage des salariés, comme vous le savez, plutôt à l'avantage des actionnaire. En France, c'est quand même 100 000 emplois, l'industrie pharmaceutique. C'est un très gros pôle chez nous. Hein. On est fabricant de médicaments, mais aussi fabricant de vaccins, un des premiers au monde, si ce n'est le premier, et on est 3e exportateur mondial de produits pharmaceutiques. Donc, il ne s'agit pas de rigoler avec l'industrie pharmaceutique, il s'agit de négocier avec eux. Et donc de justifier des prix, voilà. Donc vous avez un industriel, avec des actionnaires, qui veut gagner du pognon, qui investit dans la recherche, il met son argent. Il fait des partenariats avec la recherche publique, bien sûr. Donc il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. On n'en est quand même plus là. Il s'agit de voir quel est le rapport de force qu'on peut avoir avec une industrie qui fait vivre des salariés, mais qui aussi rend un service. Pas question, par exemple, de laisser s'installer dans nos pharmacies des manques de médicaments. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il me vient. Le paracétamol, le fameux paracétamol, dont tout le monde consomme un peu de paracétamol de temps en temps. Si demain, parce que c'est en train de prendre le chemin, il n'était fabriqué qu'en Inde, parce qu'ils sont les moins chers, et que faire du paracétamol, ça va, les Indiens ils savent faire, hein. Ils n'ont pas besoin de nous. J'ai lu, ils savent faire. Les comprimés, ils savent faire, et très bien même. Mais c'est les rois des génériques. Imaginez demain qu'il y ait comme ça une espèce de monopole d'une molécule basique, importante, et qu'on ne la fabrique plus dans nos laboratoires de proximité, pas dans la Creuse, je ne sais pas où il y en a, d'ailleurs, peu importe, ou plus près de chez nous. C'est un vrai sujet. Une rupture d'approvisionnement, alors là je vous parle du paracétamol pour être gentil, mais on pourrait imaginer d'autres médicaments, le vaccin par exemple, ça peut être une catastrophe sanitaire. Donc on doit, avec eux, tu veux que Marc ? Non, pas du tout. Avoir à la fois un rapport d'État décideur et qui donne la ligne, et ça c'est dans le projet de loi de finances qu'on négocie évidemment on a un rempart armé, ce qui s'appelle une agence qui négocie le prix des médicaments. Mais on doit aussi faire attention à ne pas les voir se déporter vers des pays à moindre coût de fabrication, continuer à rechercher et donc garder leur laboratoire de recherche sur notre territoire. Et donc tout ça, c'est un équilibre, à mon point de vue, sain, qu'il faut savoir. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du bras de fer, mais ça veut pas dire que cet équilibre, il faut savoir le gérer. Et ce n'est pas simple, à mon avis, quand on est ministre de la Santé, entre le discours et la réalité de ce qui se passe derrière, parce que c'est la négociation avec des industriels sérieux. Quand ils ne sont pas sérieux, regardez un peu ce qui s'est passé avec les médicaments sur l'hépatite C, dont vous avez beaucoup entendu parler peut-être. Il y a un laboratoire israélien qui a vendu une molécule absolument extraordinaire. Il y a, je crois, ce sont des Américains qui l'ont racheté, et les prix ont explosé. Comment s'appelle le médicament ? Non, pas le Truvada. Le Truvada, c'est un antiviral, tu as raison, mais c'est pas celui-là. Je cherche le nom, ça me reviendra. Peu importe.
Et donc on s'est retrouvé avec un coût de traitement à 60 000 euros. Quand vous faites la multiplication par le nombre de gens qui pourraient en avoir besoin vu les indications, le labo ayant tendance à vouloir faire des études rapides pour élargir les indications, et nous à les restreindre parce que ça coûte une fortune. Mais entre celui qu'on doit soigner, quel que soit le prix, c'est bien notre système, et le coût que ça représente, je veux dire, il y a des pays qui ont dit, l'Angleterre notamment, dit hop, 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 on ne va pas savoir faire. La France a pris l'initiative de négocier un prix plus bas et de payer et de mettre dans la loi de finances sociales, on a inscrit 600 ou 700 millions, je crois. C'est considérable. Donc, ça pour introduire ce point qui est que, à la fois, on a une vision un peu figée d'un système qui est le système classique du docteur, de l'infirmière et du patient, qui est le système auquel nous tenons, parce que c'est un système humain, système où on a un rapport humain, et derrière, on a des enjeux considérables, industriels, mais aussi des enjeux auxquels on doit pouvoir réfléchir maintenant pour ne pas être complètement mort dans 20 ans, c'est-à-dire le vieillissement de la population, les maladies chroniques qui coûtent de plus en plus cher, les nouveaux traitements qui coûtent de plus en plus cher. Est-ce que tout ça, est-ce qu'avec une bonne prévention, dans 50 ans, on fera mieux, on aura moins de maladies chroniques, etc. Peut-être, à 50 ans, on n'en sait rien. En tout cas, c'est aujourd'hui que doivent se prendre des décisions, notamment sur l'organisation de notre système. Alors notre système, il est ce qu'il est. Il a, comme on a un système de prise en charge qui a deux jambes, régime obligatoire et régime complémentaire, et tu as raison, aujourd'hui, le régime obligatoire, même si le reste à charge, il est d'environ 7-8% en moyenne, il n'est pas égal pour tous, mais le régime général a déserté certains champs, le dentaire, l'optique, etc. Pour l'optique, on a fait des progrès avec les réseaux de soins. Je pense que la loi Hamon, je pense que les choses vont s'arranger, hein, vont s'améliorer. Les lunettes seront moins chères. Dès qu'on ne fera pas, combien on vous rembourse la mutuelle, c'est temps maintenant de perdre de lunettes. C'est-à-dire on vous demandait votre carte de mutuelle et puis après on vous donnait le prix. C'était à peu près ça. Hein. Bon, ça c'est à peu près fini, mais on a permis à des opticiens d'être installés dans ce territoire. Il y a des villes où vous avez un opticien tous les 4 mètres, un opticien, une banque et une agence d'immobilière, et puis plus de boulanger, plus de boucher, plus de machin, mais tout ça. Donc on est quand même dans un système un peu curieux où on n'a pas limité le nombre d'opticiens, on a, je ne sais plus, on a reçu les opticiens, je ne sais pas, on a 3, 4, 5 fois plus que les pays voisins comparables. Enfin c'est insensé. Donc on est aussi un système assez libéral dans la formation des individus, mais ensuite le problème, il faut qu'ils mangent. Donc un opticien tout petit dans un bled, ou peut-être qu'il rend un service, et j'en suis sûr qu'il rend un service, il vend 3 paires de lunettes dans la journée, il a intérêt à les vendre cher, parce qu'il a des frais fixes. Et le réseau de soins à côté nous intéresse parce que lui, il négocie les prix et il améliore donc le rendu au consommateur que nous sommes. Donc on voit bien que le patient est aussi consommateur. Ça m'amène à parler un petit peu d'Internet. Pour l'instant, je crois que la médecine connectée, etc., tout ça, c'est du vent. Je n'ai pas dit que l'Internet ne prendrait pas sa part et la télémédecine n'avait pas d'intérêt. Hein. Je dis que la médecine connectée, comme nous la vend aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Si ce n'est de mesurer quelques indicateurs, mais je pense que c'est un grand avenir. Et qu'on n'est pas encore... Le champ est petit, et les jeunes, notamment français, quand on les interroge, ils sont très intéressés, parce qu'ils sont très habitués à tous ces outils. Pour le médecin que je suis, quand je regarde que certains ont déjà lancé des consultations en ligne, je m'inquiète. Voilà. Je pense qu'on peut acheter peut-être des médicaments sur Internet. On voit la difficulté avec aujourd'hui tous les faux médicaments qu'on vend, donc c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne peut pas donner de consultation en ligne. Par contre, je pense que la télémédecine, il y a déjà des expérimentations qui marchent bien, peut-être efficaces, à la fois pour des transmissions de données. On peut parfaitement faire une double lecture d'une mammographie, c'est une radio du sein, à Marseille, alors qu'elle a été faite à Lille. Quelle importance? Je veux dire, l'importance, c'est la qualité du transfert et de l'image reçue. Voilà, et de l'équipe qui lit. Ça se fait depuis très longtemps, voilà, etc. On peut multiplier les exemples. Donc, on voit bien qu'il y a un basculement aussi de la technique
Ce qui n'est pas non plus sans nous poser de problème, parce que qui dit nouveaux instruments diagnostiques, par exemple, dans le milieu médical, je prends l'exemple des IRM, vous savez que les équipements lourds en France sont soumis à autorisation, tu vois, pour les équipements publics ou privés, hein, ou partagés entre public et privé, que donc on avait un retard considérable. Par exemple, sur le parc d'IRM, on était derrière les Turcs. Bon, bien les Turcs, on était derrière les Turcs. C'était pas... je ne suis pas sûr qu'au fin fond de l'Anatolie, il y ait beaucoup d'IRM. Donc, il peut y avoir beaucoup d'IRM dans les grandes villes turques. Et donc, on a fait beaucoup de progrès. Hein. On a beaucoup amélioré notre couverture. Sauf que, là encore, on retrouve la difficulté de notre propre système. Puisque vous avez, d'un côté, un patient qui est un consommateur de soins, je vais oser le dire. Peu ou prou, ça ne veut pas dire qu'il va chez le médecin pour consommer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, instruit par Internet, poussé par une espèce de dynamique, il demande, je prends l'exemple du IRM, je continue sur l'IRM, il demande son IRM. Il a mal au genou, il veut une IRM du genou. Compliqué une IRM du genou, hein, pas à faire, hein, c'est la machine qui le fait. C'est compliqué à lire. Et ensuite à interpréter par rapport à une pathologie. Les bonnes pratiques de la médecine aujourd'hui, la haute autorité de santé, des gens très savants, machin, etc., ils se penchent sur des tas de sujets. Pendant celui-là, ils ont dit, attendez, dans un premier temps, en première intention, s'ils avaient le genou, on ne fait pas d'IRM. Car ils ont regardé comme on fait à l'étranger, hein, c'est partout pareil. Hein. Les gens sérieux, ils n'ont pas d'IRM, on fait une radio éventuellement, après examiner le genou, personne ne sait examiner un genou, sauf les professionnels, croyez-moi, c'est difficile. Sauf on a mal, donc on ne sait pas, mais c'est compliqué d'examiner un genou. Et donc on fait une radio. Eh bien non, on ne fait pas de radio. On s'est aperçu que quand le médecin généraliste, je ne lui jette pas la pierre, il avait le cabinet de radio pas loin, il prescrivait une IRM. Sauf que le problème, ce n'est pas de prescrire l'examen. Le problème, c'est de lire l'examen et d'en faire quelque chose. Donc on se trouve, et puis certains, ils ont plusieurs IRM. Donc on se trouve face à un progrès technique qui est absolument indispensable au développement de la qualité des soins, et y compris de la prévention, le cancer, enfin il y a des champs importants, mais on a une demande venant du public forte pour de la technologie ou du médicament, même si on prescrit moins de médicaments qu'avant, mais on connaît cette pression. Il faut avoir exercé ce métier pour savoir ce que c'est. Je vous jure que c'est vrai. Que ce soit les parents, les grands-parents, les machins, c'est une réalité. Donc il faut avoir déjà une forme de sérénité professionnelle pour résister à tout ça, pour dire non. Et à côté de ça, une offre technologique qui fait qu'on a tendance naturellement à y recourir. Et que tout ça, ça a un coût. Et un surcoût. Et donc c'est une machine qui se nourrit d'elle-même. Et donc on a longtemps reproché aux médecins de s'auto-entretenir. Ça a été vrai. Ça n'est plus vrai. Pourquoi ? Notamment chez les généralistes. Ils sont 60 000 et ils en ont tout. Ils ne prennent plus de patients. Ils n'y arrivent plus. Donc c'est plus de sujet. Donc on voit que d'un côté, on a une demande forte du public. Au milieu, un corps qui est encore avec des réflexes à l'ancienne. Moins chez les jeunes qui veulent un mode de vie et même un mode de rémunération différent. Et un progrès technologique qui oblige les premiers à se former, les patients à être mal informés, et on y répond là encore avec un site d'information validé par l'État et qui, j'espère, connaîtra un grand succès, puisque là, quand vous tapez sur Internet, je ne sais pas moi, n'importe quel mot un peu savant, vous avez 12 millions de réponses. Moi, je veux bien que tout le monde soit un phénomène de professionnel de santé, on en est tous, mais qu'est-ce que vous en foutez ? Moi, j'ai vu je vous donne des exemples, moi j'ai vu, quand je pratiquais encore, il y a 3 ans, il n'y a pas si longtemps, je faisais de la médecine hospitalière et libérale, j'ai vu des gens arriver, moi je veux tel examen. Moi, avec mes cheveux blancs, je lui disais, qu'est-ce que vous avez ? Non, moi je veux tel examen. Et il m'est arrivé un monsieur très bien, je veux tel examen, il veut une échographie cardiaque, il me disait. Je lui dis, écoutez, non.
Il me dit comme pourquoi? Ben, c'est une histoire vraie. Hein. Oui, pourquoi? Et je lui dis parce que c'est pas vous qui prescrivez les examens, c'est moi. Et si vous êtes venu me voir, je veux bien qu'on en parle, mais si c'est pour l'écho, vous pouvez repartir. Ah, mais c'est scandaleux. Je lui dis bon, écoutez, maintenant vous commencez à me gonfler, comme ça, je l'ai fait lever, je suis sorti de mon bureau et je l'ai viré. Dehors, ouais. Allez, foutez-moi le camp, dehors. Voilà. Vous en arrivez à des extrémités, c'est une réalité. Et je pense que ce que je dis, plein de médecins l'ont vécu. Et vous imaginez, dans le cabinet d'un généraliste, dans une zone sous-dense, comme il disait, où le mec, il a 60 piges, il en a plein le cul. Il en voit 60 par jour, il n'en peut plus. Et donc, à un moment, il s'arrête, ce mec-là. Et le jeune, peut-être qu'il a fait un stage dans son bureau et qu'il a trouvé ça formidable, peut-être qu'il a trouvé ça moins formidable et qu'il dit, bon, écoute, t'es gentil, mais la zone sous-dense, moi, je vais aller dans la zone surdense, là, parce que là, je vais être tranquille. Ou alors, je fais une spécialité où je vais être plus tranquille. Ça, c'est un autre sujet, parce qu'on manque de médecins généralistes, on manque de certains spécialistes. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert, en travaillant pour vous, un peu, et en relisant l'atlas, la démographie médicale de cette année, que, par exemple, en chirurgie générale, il y avait moins 25% de chirurgiens généraux. Par contre, il y avait beaucoup de spécialistes en chirurgie, parce qu'effectivement, il y a des pôles aujourd'hui d'excellence qui se créent dans le public, dans le privé, ou les deux. Il y a moins d'ORL, il y a moins de rhumato, il y a moins de dermato. Il y a ophtalmo, vous savez, on a essayé d'y parer. Donc on est face à tous ces acteurs de santé, on se focalise sur les médecins, hein. mais bon. Moi je les connais bien, donc j'ai tendance à les rudoyer un petit peu. Ce ne sont pas de mauvais bourgs. Ils ont tout faux parce qu'ils n'y connaissent rien au système. Et je finirai là-dessus. Le blocage sur le tiers payant. C'est quand même un truc de malade mental, ça. C'est un truc de fou. Moi, j'aurais expliqué 10 fois. Moi, je prône ça depuis que j'ai commencé à exercer en libéral, c'est-à-dire en 82. Il y en a qui n'étaient pas nés ici. Donc, je trouvais ça insensé que quelqu'un qui soit assuré social, je n'étais pas au Parti Socialiste encore. Je suis déçu maintenant. À l'époque, je n'étais pas déçu. Assuré social, soit obligé de payer pour qu'on le rembourse. Enfin, c'est une hérésie absolue, un truc de malade. Bon. Mais bon, c'était le système, donc je l'ai fait comme les autres, et j'étais même en secteur 2, c'est-à-dire je finirais sur le dépassement d'honoraires si vous voulez bien. Et donc, le système libéral, moi je l'ai pratiqué, c'est un métier plutôt agréable et un vrai rapport aux gens, quoi. C'est vrai, donc il ne faut pas taper sur les médecins, ils ont, pour l'immense majorité d'entre eux, où que vous alliez, plutôt plus en ville d'ailleurs qu'à l'hôpital. Je le dis parce que j'ai fait les deux, parce que c'est aussi une question de temps. Ils ont un rapport aux gens qui est vrai, c'est un rapport sincère. Et ils se sont braqués donc sur les piliers de la médecine libérale qui n'étaient pas mis en question, y compris par Maréchal Touraine bien sûr, et par le tiers payant. Et on vous leur dit, mais pourquoi le tiers payant? Putain, je vais au labo, je ne paye pas, je vais à la pharmacie, je ne paye pas, je vais chez le radiologue, je ne paye pas, si maintenant il me dépasse les honoraires, il me file une maladie en plus, le vicieux, mais pas partout. Et pourquoi chez vous je paierais? Et le type, il dit parce que il n'a pas de raison. Alors, s'il y a une raison, il y en a une. Dans les années 80, le camarade Raymond Barre, excellent Premier ministre, 1980 je crois, il ne voulait pas augmenter les honoraires des médecins. Il ne voulait pas augmenter ces barres. Ça coûtait une pognon, on était il y a 80, c'est il y a 35 ans. Donc ils ont augmenté le secteur 2. Donc il y a le secteur 1 conventionnel, c'est-à-dire ce que négocie l'UNOCAM, enfin MSA, CNAM-TS et puis RSI, enfin les trois là. Ils négocient avec les différents corps, notamment les médecins, les tarifs, les machins, les trucs, les tarifs de remboursement. C'est bientôt, hein, c'est cette année, c'est là, ça va être dur. Et puis voilà, ils ne voulaient pas les augmenter. Et donc ils se sont dit, ah, nous on est malins, on va augmenter un secteur à honoraires libres. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des médecins qui avaient le droit à un dépassement d'honoraires. Ces médecins-là, ils étaient issus d'un ancien système, c'était souvent des médecins hospitaliers qui
qui n'était pas resté à l'hôpital dans le cadre de la réforme Debray, des CHU de 58, enfin, je vous la fais courte. Bref, ils avaient le droit, eux, à un dépassement permanent, comme on disait. Et puis il y avait les autres, ils avaient le droit à rien du tout. Donc on a inventé un secteur entre les deux. Et on l'a ouvert aux médecins, et moi qui suis installé en libéral en 82, j'ai opté pour ce système, donc je trouvais que c'était plutôt bien, de choisir finalement les horaires que je vais les mettre à mes patients. Tu étais X, et puis l'autre était un peu plus riche, X plus 2, voilà. C'est un système qui est assez séduisant pour le médecin. Pour le médecin. Mais quand vous avez un patient en face qui peut payer, les mecs se disaient après tout, celui-là il paye pour l'autre, enfin bon. On s'arrange et on continue sa petite vie. N'oubliez jamais que c'est ce qui me fait vivre avec ces gens encore, même si on a des différences politiques assez majeures. Ils ont une forme de liberté théorique auquel ils tiennent considérablement. C'est pour ça qu'ils aiment liberté d'installation, liberté de prescription, le mot liberté. Mais ils confondent liberté et libéralité ou libéralisme. C'est une confusion totale. Mais la liberté, c'est important pour quelqu'un qui va à un moment décider de quel traitement il va vous faire. Voilà, c'est un métier où on peut hésiter, enfin bon, c'est compliqué quand même, c'est pas rien. Et cette confusion fait que, avec le tiers payant, c'est pareil, je reviens au tiers payant, c'est la même chose. Ils disent, on ne sera jamais payé. Et pourquoi ? Alors j'ai été interroger mon pharmacien, vous l'avez peut-être fait. J'ai dit, mais attendez, monsieur le pharmacien, je suis chez vous, je suis très bien, jeune pharmacien, très dynamique. Il a pris une boutique qui était pourrie, il en fait une pharmacie qui tourne. Donc c'est un bon pharmacien. Je lui ai dit, mais combien vous avez d'impayés ? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Combien de gens ne vous payent pas finalement ? 6%. C'est pas rien, quand même. Hein ? 6%. Et il dit, je suis obligé d'employer quelqu'un pour un carton, je ne sais pas quoi, qui, une de mes copines, là, de mes employés, qui s'en occupe pour essayer de récupérer l'oseille. Donc, si vous proposez à des médecins, dont on vient de voir qu'ils ont beaucoup de travail et qui sont dans les zones sous-denses, que ce soit à la campagne ou dans nos villes, et dans des villes aujourd'hui qui ne sont pas des villes paupérisées. Moi, je parle du Val d'Oise. Pas des villes paupérisées qui n'ont plus de médecins généralistes, de moins en moins. Donc c'est un sujet qui traverse toute la France. Paris, l'Île-de-France a perdu quasiment 10% de médecins. Alors que le Pays de Loire, comme je disais tout à l'heure, on a gagné tout autant, 6 ou 7. Et donc, c'est un vrai sujet. Si vous leur dites, non seulement on va s'asseoir sur le paiement à l'acte qui reste, hein, puisqu'on paye toujours à l'acte. C'est là où la confusion est totale. On va changer le mode de paiement. Mais pas le paiement à l'acte, reste, on paye à l'acte. On reparlera, si tu veux, de ce qu'on appelle la capitation, du forfait. Donc le paiement à l'acte reste, mais ils confondent tout. Et donc vous recevrez plus d'argent ou plus de chèques. Vous aurez à faire 3 clics de souris, comme a dit Marisol Touraine. Et tout ça, ça marche. Ouais, enfin, les gens, ils ne sont pas complètement cons quand même. Hein. Ils savent qu'avec la CNAM, ça marche pas mal. On est remboursé assez vite, notamment dans les zones urbaines. Ça va vite. On est remboursé très vite. En moins de 7 jours. Hein. Pas toujours. Enfin, plus souvent, c'est moins de 7 jours. C'est même moins que ça. Parce que la CNAM met un point d'honneur à rembourser vite. Mais il y a, entre tous les systèmes assurantiels, il y a 600 mutuelles quand même. Or, 450 à peu près qui sont gérés, 480 qui sont gérés par la fédération mutualiste, la mutualité française plutôt. Et donc tous ces gens qui sont acteurs de santé pour un peu moins de 20% de coûts, ils disent attendez, et nous on dit rien. Et donc autour de la table vous avez la CNAM, poids lourd, le ministre qui a fait des promesses, juste de notre point de vue, et moi j'ai soutenu depuis le début mordicus, jusqu'à un moment où on voyait qu'au plus haut niveau de l'État ça allait flancher. Je peux vous dire qu'on a été nombreux à dire attention, parce que si vous attendez ce marqueur-là, à de gauche, on va marquer, il y en a d'autres, mais celui-là quand même, il faut le garder. Et donc, ce tiers payant était pour nous très emblématique, mais aussi pour les Français utile. La question est qu'il faut quand même régler le problème du flux. La Sécu, on voit bien. Les 600 mutuelles, on ne voit pas du tout. On ne sait pas faire. Et donc, la ministre s'est engagée à ce que tous ces acteurs se rencontrent
et puis que, se rencontrant, ils trouvent un moyen d'avoir un flux unique qui tombe sur les comptes ouverts pour ça de chaque médecin. Pour l'instant, ils n'ont pas encore rendu leur rapport, ça devait être fin janvier, j'espère que ce sera fin janvier, pour proposer un système qui, je vous le rappelle, doit être mis en place en juillet 2016, de façon volontaire, pour l'ensemble des gens qui sont en affection longue durée de ce pays, c'est-à-dire environ 30%, et de tous ceux, de toutes celles, en l'occurrence, qui ont maternité ou soins liés à la maternité. Et ça sera obligatoire à la fin 2016. Et pour le reste, c'est 2017. Donc on voit bien que c'est un chantier absolument considérable, qu'on ne doit pas le louper, qu'on ne doit pas louper la parole qu'on a donnée. Système fiable, simple, il y aura évidemment un peu de reliquat, mais à négocier, garanti par l'État. Enfin, garanti par la CNAM, plus exactement, qui s'est fait serrer le kiki par la ministre. Et donc, voilà, quand on l'explique comme ça, on comprend mieux les réticences et les difficultés. On ne comprend pas, évidemment, le tir de barrage. Voilà, mais je finis sur les dépassements d'honoraires, et après, vous poserez toutes les questions que vous voulez. Plein de choses je n'ai pas parlé de la loi santé, d'ailleurs, j'en ai parlé un peu. Dépassement d'honoraires. Moi, j'ai été auteur d'un amendement avec Christian Paul pour les limiter à l'hôpital, puisqu'on avait préparé une PPL et qu'on a intégré dans une loi, pour que les médecins hospitaliers soient mis au même rang que conventionnés, au même rang, même en secteur 2, quand ils ont un secteur privé à l'hôpital, que les praticiens libéraux. Est-ce qu'on va mettre fin au secteur 2 ? Non. À ce stade, rien n'est envisagé pour ça. Ça demanderait à Soissons un débat, mais à ce stade, je pense que ça ne serait pas raisonnable. Voilà. Je pense que ça ne serait pas raisonnable. Mais l'idée qu'il y ait des tarifs conventionnels que tout le monde applique, évidemment, c'est une perspective. Mais à ce stade, je pense qu'il faut rester cohérent. Et je finis en disant que non, la loi santé, il y a des choses très intéressantes dedans, très intéressantes, qu'on a passées il en a cité quelques-unes. Hein. Il a cité l'Action Group, il a cité, j'ai noté encore, il a cité le VG, la semaine. Oui, enfin, le VG, tout ça, bon, le tabac, on s'en fout, mais. Non, mais l'Action Group, oui, c'est important, le tiers payant, je crois que c'est important. Si je devais retenir deux, c'est cela. L'utilisation des données de santé, c'est plus compliqué parce que c'est effectivement pour des études très spécifiques, il faut être très méfiant. Je ne suis pas très qualifié là, il y en a 12 pages, je n'ai pas tout compris. Il faut être extrêmement méfiant sur les données de santé, anonymisées même, mais enfin il faut être extrêmement méfiant. Il y a de bonnes choses. Est-ce que ça révolutionne notre système de santé, que ça répond finalement aux interrogations, moi je finirai par là, que je m'étais écrite pour vous, parce que je n'ai pas du tout suivi mon papier. Bon, l'état du système aujourd'hui, il est ce que je vous ai dit, compliqué, avec des acteurs multiples, avec des socles tout à fait considérables en jeu. Les difficultés, on les a dites, hein, le vieillissement, etc. Est-ce que les problèmes qui sont posés à notre système de santé sont résolus aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on est de bons gestionnaires? Puisque finalement la gauche est très gestionnaire. Eh bien oui. Ben oui. Alors, il a tapé sur la droite, c'est un petit malin, hein, il fait de la politique. Il a dit c'est pas bien, les franchises, c'est pas bien, tout ça, le forfait, c'est pas bien, on n'a rien changé. Hein. Ça allait faire l'objet de ma question. Voilà, on n'a rien changé, sauf, on a modifié ça pour les... Si, c'est vrai, il ne faut pas dire qu'on n'a rien changé. Pour les bénéficiaires de l'ACS, là, la complémentaire santé, ceux qui n'ont pas le droit à CMU, qui sont juste au-dessus, ils ne sont pas assez riches pour, mais ils sont trop riches pour. Voilà, ceux-là, on leur a fait des petits avantages liés effectivement au 1 euro et au forfait, je crois, hospitalier. Voilà à peu près, non pas ce que je pouvais vous en dire, parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais je suis parti dans tous les sens. Mais vous dire que c'est un monde extrêmement compliqué. Si je vais finir d'un mot sur l'hôpital, ce fameux hôpital qui devient le pivot central maintenant de notre organisation territoriale avec la médecine de ville, avec les hôpitaux plus périphériques, mais avec des projets de santé territoriaux, ce qui est une bonne idée. Je pense que là, on a peut-être quelque chose. Là, il y a vraiment un cœur de métier
qui peut améliorer la santé territoriale. Les acteurs locaux qui vont travailler ensemble mieux qu'ils ne le faisaient avant. Tous les ans, la Sécu pond un machin qui est gros comme ça, en disant voilà toutes les pistes d'amélioration qu'il faudrait. Alors je ne vous les cite pas, la chirurgie ambulatoire, blablabla, machin, etc. C'est le générique, tu l'as dit, etc. C'est vachement bien tout ça. Sauf que ça prend du temps. C'est qu'on ne change pas un paquebot qui est un hôpital de la chirurgie classique à la chirurgie ambulatoire. Ça prend du temps. On ne change pas des habitudes de prescription en faisant tous des prescripteurs de générique. On est sur le temps aussi long. Et donc il faut convaincre. Et je pense que les Français, ils ont un temps d'avance sur le monde de la santé. Ils ont un temps, parce qu'ils ont bien compris qu'on ne pourrait pas dépenser toujours plus, parce qu'il y a un moment où toujours plus c'est bien, d'accord, mais il faut les cotisations en face, moi je ne suis pas contre, hein, mais il faut assumer les cotisations supplémentaires, on modifie les modes de financement, hein. Aujourd'hui c'est la CSG, pour beaucoup quand même. Donc je pense que les Français ont compris, il y a des enjeux considérables, on est quand même un pays où on vit longtemps, pas forcément, la fin de vie n'est pas forcément extraordinaire, je l'ai dit tout à l'heure. Là aussi, on a fait une petite avancée, une mini avancée. Moi, j'étais plutôt favorable à ce qu'on aille jusqu'au bout, mais enfin bon, voilà. Donc, je ne suis pas en fin de vie encore, vie parlementaire peut-être, mais... Et donc, je suis prêt à répondre à des questions extrêmement pointues. Merci Gérard. Alors, Gérard est quelqu'un d'extrêmement humble, donc il est persuadé d'être parti dans tous les sens et de ne pas avoir fait une bonne intervention, mais je te rassure, c'était extrêmement intéressant et riche. Donc, je suppose que puisqu'on a un député sous la main, on a le droit de déborder légèrement. Un tout petit peu, parce qu'il reste, combien de temps il reste une demi-heure théoriquement. C'est 21h, en fait, c'est pas... Le 21h, c'est bon, je pense qu'il faut bien penser que l'idée gauche de notre tête, il y a plus de nous. Voilà, donc on va quand même essayer d'aller très vite. Je vais vous passer la parole. J'ai quand même une question pour lancer les hostilités sur la médecine libérale et sur la réforme du système de médecine libérale, mais Gérard connaît ma marotte. Oui. On est en train de vivre quand même un changement de génération. On a des départs en retraite massifs qui vont se passer. Je dirais même pas dans les 20 ans à venir, mais dans les 10 ans à venir, là en ce moment, qui commence aujourd'hui. Est-ce que justement, par rapport aux enjeux que tu avais cités dans la première partie de ton intervention, et puis qui correspondaient à ce que disait Kylian tout à l'heure sur les enjeux définis par la Convention égalité réelle du PS fin 2010, est-ce qu'on n'est pas en train de rater le coche de ce changement de génération pour modifier durablement le cadre de la médecine libérale, quitte à entre guillemets, la remplacer, en sens que j'entends la remplacer, c'est-à-dire s'attaquer fortement à ce que, au moins, la liberté d'installation et au paiement en forfait, ce qui ferait pour des médecins libéraux un statut hybride entre fonctionnaires et profession libérale. Parce que effectivement, si on laisse s'installer une nouvelle génération avec l'ancien système, on aura 40 ans devant nous pour rechanger le système. Avec difficulté. À vous la parole. 2-3 questions. Gérard répond aussi rapidement que possible et puis on va essayer de reprendre une ou deux questions supplémentaires. Jean-Luc ? Alors, une question en 3 alternatives. Premièrement, numerus clausus et médecin étranger, parce que, bon, tu ne l'as pas abordé, mais dans le désert médical, c'est depuis 40 ans. On voit les copains qui sont qui ont été en première année de différents problèmes de médecine. Et puis quand on va dans les hôpitaux, on voit surtout les médecins étrangers. Je vais te donner les chiffres. Deuxième alternative, c'est visiteurs médicaux et formation continue des médecins, c'est par rapport au laboratoire. Et puis le troisième, c'est pas une alternative, je termine là-dessus, mais 2 scandales dont j'aimerais bien te donner un avis. Le Mediator, bon, c'est lié un peu au laboratoire, et puis entre socialistes, on n'en parlait pas, les portions fermées, la MNEF, pour les mutuelles et la faiblesse, le taux
de rentabilité des mutuelles par rapport à ces coûts. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment continuer comme ça? Gérard, on n'est pas couché. Qui d'autre? Ça va pour le moment? Ouais. D'autres questions? Non? Bon, vas-y Gérard. Alors, pour vous répondre à tous les deux, puisque la médecine libérale, c'est effectivement du paiement à l'acte, mais il y a déjà des forfaits. Il ne faut pas se tromper, c'est beaucoup moins qu'en Allemagne, où ça représente à peu près 40% des revenus, mais les Allemands ont un système très différent, c'est-à-dire qu'ils ont des caisses régionales qui se gèrent eux-mêmes, qui sont à l'équilibre et qui distribuent. Et donc, c'est eux qui gèrent leurs caisses. Les médecins. Ils ont une espèce d'état-major là, qui est, je ne sais pas comment il est élu, je ne sais pas comment ils font, bon bref. Et ça marche plutôt pas mal leur système. Mais il est très décentralisé. Le nôtre est très centralisé. Donc il y a dans les revenus des médecins, hein, j'avais regardé pour vous, le revenu moyen d'un médecin généraliste en 2013, c'était 85 000 euros. On peut penser que c'est beaucoup. Hein, ça se discute. Bon, voilà, c'est beaucoup, oui, c'est 85 000 euros. Et dans ce revenu-là, il y avait un peu moins de 6 000 euros qui étaient liés à des indicateurs et donc à ce que vous appelez un forfait sur des différents indicateurs. Et notamment, dans ces indicateurs, il y a une option démographique, c'est-à-dire tu touches plus si tu es sur tel territoire. Voilà. Je vous la fais très courte. Hein. Mais donc, il y a un chaînon qui a été mis. Comme l'État aide les maisons pluridisciplinaires, les maisons de santé, on a pris aussi des décrets pour aider aux centres de santé, pour qu'ils soient mieux rémunérés. Enfin bon, je crois aujourd'hui, il faut regarder le paysage comme il est. On a des médecins libéraux, on en a besoin, il vient de le dire, hein, clairement. Il ne faudrait pas que les jeunes soient sur le même moule que les anciens. Mais je pense que leur génération va faire qu'ils vont être différents. L'argent, ils savent qu'ils vont le gagner, ils vont gagner leur vie, mais ils ont envie d'une vie différente et on en a parlé tout à l'heure. Donc ne désespérons pas. Est-ce qu'on peut bouleverser le système du jour au lendemain et est-ce qu'en 5 ans on peut mettre tout ça à plat? Moi je ne le crois pas. Est-ce qu'on était assez loin? Peut-être pas, mais de toute façon il n'est plus temps aujourd'hui. La loi santé est derrière nous et on a mis 1 an pour la coucher quand même. Hein. C'est pas rien. Et il y a quelques avancées dedans, donc il faut les prendre. Et je pense que quand on fera le bilan, on sera plutôt content. Pour répondre à toutes tes questions, le numerus clausus, il existe, il a été très dur, il fut un temps, il a été un peu élargi. On doit maintenant accueillir 7500 ou 7800 jeunes dans nos facultés. Est-ce que c'est suffisant? La question se pose tout le temps. Certains disent que oui, et d'autres disent que non. Je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne suis pas assez qualifié à ce stade pour te répondre vraiment. Sur les médecins étrangers, j'avais regardé. C'est pas lié le fait qu'ils aient un médecin étranger, parce qu'on n'a pas assez de médecins. Alors, non, parce que les médecins étrangers, après, on est bien d'accord, moi je parle de médecins étrangers, large, hein, notamment ceux qui ont obtenu leur diplôme hors UE, puisque dans l'UE, on peut considérer qu'ils ont un diplôme qui est reconnu, et que le Belge qui vient s'installer en France, il vient s'installer chez lui d'une certaine manière. D'accord? Il y a une liberté de circulation. Je parle des médecins qui ont obtenu un diplôme hors de France, un Ivoirien, un Algérien, un Marocain, je ne sais pas, un Syrien, puisque moi j'en ai côtoyé beaucoup, des camarades syriens à l'époque et des Libanais où j'étais. Cubains, mais ils sont en Amérique du Sud. Alors, j'ai pas de chiffre du nombre de médecins étrangers, mais la majorité de ceux-là sont évidemment salariés, et salariés dans les hôpitaux. Et ça répond à ta problématique, à ta question. 62% sont salariés, 13% ont une activité mixte. Hein. Et malheureusement, parce que finalement les médecins étrangers sont comme les autres. Hein. Ils vont, quand ils ne peuvent pas faire autrement, ils vont en Lozère, ou ils vont je ne sais pas où. Mais quand ils peuvent, ils vont dans les zones plutôt à forte densité s'il y a du boulot. Ils sont comme les autres. Ils ont envie aussi d'avoir une vie, et on ne peut pas le reprocher. Après, il y a le problème du statut. Hein. Je parle de gens extrêmement qualifiés qui ont fait la première partie de leur médecine chez eux, dans leur pays, qui sont venus se qualifier en France, etc., mais qui sont médecins assistants avec un statut qui est très inférieur au statut du médecin hospitalier, etc. C'est en train de s'arranger, mais bon, là, il y a un vrai sujet.
Sur la visite médicale et la formation, tu as évidemment raison. Moi, j'ai connu l'âge d'or, je dirais, de la visite médicale, où on allait à Prague ou à Pékin quasiment avec des laboratoires. À Pékin, je ne suis pas allé. Mon fils est né. Quelle fois, c'est mal tombé, la mauvaise année. Mais j'aurais dû y aller. Donc, j'ai voyagé avec des laboratoires. J'ai connu ce moment où les laboratoires payaient tout. Et pas seulement en ville, hein, à l'hôpital aussi. Parce qu'on n'a pas développé, tu as parfaitement raison, mais ça a un coût, ça demande une énergie, une organisation, etc. Une vraie formation médicale continue de qualité. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que là, pour le coup, elle n'est pas coercitive. Aux États-Unis, pour que tu puisses continuer à travailler, au bout de 5 ans, tu passes une espèce de test. Tu as intérêt à réussir. Parce que si tu ne réussis pas, on te donne une petite chance et tu le repasses. Mais si tu ne le repasses pas, tu te retrouves aux fraises. En France, c'est comme les polytechniciens, tu sais. Tu as un diplôme un jour, tu as fait des bonnes études, et puis c'est la vie. Sauf que nous, on soigne des gens quand même. Et ce n'est pas un petit sujet. Donc on n'est pas contrôlé. On n'est pas contrôlé, c'est un sujet important. Ça ne veut pas dire que, attention, hein, quand je dis ça, il faut être sérieux. Ça ne veut pas dire que les gens sont mal formés. On est plutôt dans un pays où on forme bien les gens. Nos hôpitaux qui hier n'avaient pas de critères de qualité, etc., aujourd'hui ils sont très normés. Les cliniques, c'est pareil. Je veux dire, on a vu une réduction on lutte contre les iatrogénies, on lutte contre des tas d'éléments négatifs, en termes organisationnels aussi, qui ont amélioré, complexifié, hein, mais amélioré la sécurisation de ces parcours, notamment hospitaliers. Mais oui, la formation médicale des médecins, elle n'est pas terrible, elle est même médiocre, je le dis, encore aujourd'hui. Et deuxièmement, ce qui a été la grande idée, enfin, l'idée du grand Douste Blazy, c'est-à-dire le dossier médical personnel, le dossier médical partagé, ça a été un fiasco absolument phénoménal, ça a coûté des centaines de millions d'euros, comme tu le sais, et aujourd'hui, Marisol Touraine se propose de le reprendre, puisque c'est dans la loi santé, et on va reprendre un chantier qui a été traité ailleurs de façon très fluide il y a bien longtemps, mais nous, on n'est pas foutus de le faire. Alors, on a 250, les hôpitaux ne communiquent pas entre eux, les médecins avec les hôpitaux ne communiquent pas, enfin, c'est un cauchemar. C'est un non-sens absolu à l'heure du numérique. Et on a un retard là considérable. Donc c'est un vrai sujet, indépendamment de l'équipement numérique de notre pays. Hein. Donc ça répond un peu à ta question. Pour les scandales, je répondrai sur le premier, sur le Mediator, tu as absolument raison, c'est un scandale absolu. Servier est 500% responsable, il doit casquer. Voilà, malheureusement derrière il y a des morts. Qu'est-ce que je dis? Jean Rabab serait là, il ferait des bons, mais parce que c'est lui qui s'est occupé de ce sujet, il connaît ça par cœur. Mais oui, c'est un vrai scandale. Une molécule dont on savait qu'elle était dangereuse, on coupe fin, hein, pour faire simple, hein, c'est un dérivé amphétaminique qui avait des effets secondaires. Ils ont continué à le commercialiser en Italie, enfin bon, ils ont changé de nom ici, ils t'ont habillé la sauce, ils t'ont vendu ça aux médecins qui n'ont pas vu. Moi, il m'est arrivé d'en prescrire le Mediator, très peu, parce que je pensais que les indications qu'ils donnaient étaient complètement cons, ça n'avait aucun intérêt. Donc je n'avais quasiment pas prescrit dans ma vie, mais je l'ai vu passer. Je peux dire qu'on te le présentait, l'argamène, le Mediator. Et derrière, une catastrophe, un scandale sanitaire, on peut le dire. L'AMNEF, je ne sais pas ce que tu veux dire avec l'AMNEF, plus généralement, je te réponds sur les coûts de gestion. Hein, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Bon, alors j'ai regardé les coûts de gestion, bon, je finis par là pour te les donner, parce que c'était une question qui, moi, me taraudait, et j'ai été regarder un peu de plus près. Alors, je ne veux pas dire de conneries, donc je regarde ce que j'ai écrit. Voilà, les frais de gestion. Alors, les frais de gestion aujourd'hui, c'est 17,5% pour frais de gestion au sens large. Hein. Quand tu entres, quand tu traites, et voilà. C'est 17,5% pour les mutuelles, 23% pour les assureurs et 14,5% pour les instituts de prévoyance. Alors, pourquoi il y a des différences d'abord entre les trois? C'est la Sécu. La Sécu, c'est moins que ça. C'est moins que ça, c'est beaucoup moins que ça. On dit 4%. Attention, on ne parle pas toujours de la même chose. Mais on peut expliquer, en deux mots. Les mutuelles, 17,5%. Bon, mais quand tu prends, j'ai ça, je peux vous donner les détails, mais tous les frais de gestion confondus. Pourquoi les assureurs sont plus chers? Tiens, ils ont des agents et ils ont des comment ils appellent ça, des courtiers. Il faut bien que les mecs soient mineurs, il faut qu'ils vivent.
C'est encore des dizaines de milliers d'emplois derrière ça. On les a reçus, nous, les abeilles. Les mecs qui travaillent dans les petits cabinets de courtage, c'est des emplois. Bon. Ils sont 40 000, il paraît. On devait supprimer 40 000 emplois avec la complémentaire santé là, pour tous. C'est pas vrai, évidemment, mais c'est le bruit qui courait chez les assureurs. En fait, les assureurs s'en sont bien tirés de cette histoire. Donc, il y a des différences, mais il faut comparer ce qui est comparable. Par exemple, les IP, les instituts de prévoyance, le plus gros, c'est le ProBTP. ProBTP, c'est fermé. Hein. C'est-à-dire, tu as la prévoyance, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans, il y a un triptyque, et dedans, tu as la mutuelle. Donc, on ne te donne pas vraiment le choix, quoi. Et donc, ça permet de gérer aussi des coûts de gestion plus faibles. Ce qui est important là-dedans, et ce que j'avais noté moi, parce qu'il y avait tout un rapport là-dessus, mais j'avais pris juste la synthèse, les coûts informatiques, c'est 2 à 3% des primes. Et 10 à 15% des coûts de gestion, les coûts informatiques. Et alors, quand tu vas vers les régimes complémentaires, ça m'avait amusé de regarder ça, pour traiter 3000 bénéficiaires chez les complémentaires en moyenne, hein, il faut un ETP, un équivalent temps plein. Pour la Sécu, il faut un ETP pour 1000 dossiers. Tu te dis, putain, c'est pas possible. Travaille 3 fois moins le mec. Non, pas du tout, parce que faut comparer, c'est comparable. Le mec de la Sécu, le régime obligatoire, il prend le flux. D'accord? Donc c'est lui qui gère le flux. De tout le monde. Parce que tu dois passer par la Sécu avant de passer par la mutuelle. Donc c'est lui qui gère le flux. Donc il gère encore les 10% de feuilles de papier, il gère le système informatique, et il fait toutes les opérations de contrôle des gens, parce qu'il faut bien contrôler. Et ensuite, le mutualiste ou l'assureur, il vient derrière. Mais tout ce boulot, il est fait. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Tu vois? Donc, résultat des courses, oui, il y a des coûts de gestion. Moi, je ne suis pas un gestionnaire, donc est-ce qu'on peut mieux faire? Sûrement. Est-ce qu'il faut pour autant massivement industrialiser, supprimer des emplois, etc. etc. Je ne répondrai pas à cette question, mais oui, il y a un coût derrière. Et le coût de gestion, s'il était trop important, je sais qu'il va payer. C'est ta prime. C'est ta prime qui augmentera. Et je pense que nos primes augmenteront. Voilà, avec les contrats qui soient solidaires, responsables, peu importe. Est-ce qu'en gros, est-ce que la Sécu ne pouvait pas faire le boulot? Ben oui, c'est. Non, mais c'est. Non, mais la question est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir qu'un seul régime finalement? Oui, d'accord, mais j'ai essayé de te dire que l'histoire fait qu'on a deux jambes. Et qu'il y a une jambe qui pèse un peu moins de 20% du système, et que se réapproprier le système en totalité, c'est-à-dire les millions de gens qui sont chez les mutualistes, les IP, les machins, etc., très bien, c'est un coût tout ça. C'est un coût. Comment est-ce qu'on unifie le système? Théoriquement, c'est possible, je suis convaincu que c'est possible. Simplement, c'est pas juste un tout petit chantier, hein. C'est absolument un chantier absolument majeur. Mais l'idée, moi, ça, elle ne me choque pas. Quand je parlais de la NEF, bon, nous, on est mouillés, nos frères. Mais non. Mais les autres mutuelles, certains syndicats, sont quand même largement agressés. Bon, alors. Est-ce que ça bloque pas aussi les évolutions Alors, la réponse est est-ce que les. Moi, je ne vais pas répondre sur la NEF, mais je vais répondre sur les instituts de prévoyance qui sont paritairement gérés par les employeurs et les salariés. Est-ce que ce sont d'une certaine manière des vaches à lait est-ce qu'on s'y retrouve d'une certaine manière entre les uns et les autres? J'aurais tendance à répondre oui. Oui, mais tu as vu que leur taux de. Parce que est moins important que les autres. Donc c'est pas un petit sujet. Mais parce que je pense qu'ils ont une clientèle captive. Mais après, apparemment, ça fait longtemps, enfin ça fait quelques temps, il y avait eu ce fameux rapport de, je ne sais plus, ce mec du Loir-et-Cher qui a battu Robillard, je ne sais plus comment il s'appelait, l'ancien maire de Blois, qui avait fait un rapport là-dessus. P.E. Chaud, merci. Explosif, moi je ne l'ai jamais lu, donc je ne sais pas. Il est sur Internet. Il est sur Internet, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bon. Voilà. Jean-Pierre, tu transmets ça à Maxime de Manette. Bon, tout le monde le sait. Quoi? Bien. Qu'il est sur Internet, qu'il est accessible. Je dois l'avoir dans l'ordinateur. Ah oui, c'est possible, mais je te dis, je ne l'ai pas lu. C'est tout ce que je dis. Voilà, écoutez, chers camarades, il est 20h50. On remercie encore Gérard de son intervention ce soir. Allez. Merci.